J'accueille maintenant Jean-Marc Jancovici. L'année dernière, vous étiez déjà présent aux controverses de l'agriculture. Vous aviez présenté la dépendance de l'agriculture sur les questions énergétiques. Cette année, vous avez publié, en 2024, vous avez publié un rapport sur la décarbonation de l'agriculture. La question est posée, peut-on relever les défis d'une décarbonation tout en retrouvant une agriculture compétitive ? Jean-Marc Jancovici aux controverses de l'agriculture, épisode 2, c'est parti. Voilà, votre mission, vous avez jusqu'à 9h40, 45, on essaiera de prendre des questions. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup également. Bonjour à toutes et à tous. Ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais essayer de vous présenter dans les grandes lignes un rapport que je n'ai pas écrit, puisqu'il y avait une équipe extrêmement compétente au Shift Project qui a fait ça. Je vais essayer de vous en donner à la fois le cadre de réalisation et quelques grandes lignes, avant de prendre les questions, effectivement, dans le... voilà. Alors, je vais commencer par rappeler quel est l'organisme qui a porté ce travail. Le Shift Project est une association qui a été créée en 2010, qui a vocation à, j'ai envie de dire, militer pour la décarbonation de l'économie. C'est à ça qu'on sert, ou c'est à ça plus exactement qu'on essaye de servir. C'est une association dont les membres sont des entreprises. Et on y tient parce que ça veut dire qu'on essaye de se trouver des alliés dans le monde économique. Vous savez que c'est compliqué de faire boire un âne qui n'a pas soif. Donc l'idée, c'est que si on veut que l'économie se décarbone, il faut qu'on trouve au sein de l'économie des gens qui ont envie que ça se passe comme ça. Et c'est essentiellement à ces gens-là qu'on a envie de proposer de devenir membre du Shift Project. Donc le Shift Project est une association d'entreprises. Il y a une association sœur dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle les Shifters, qui est une association de bénévoles, de personnes physiques qui concourent au même but. Donc c'est deux personnes morales séparées, le Shift Project et les Shifters. Le Shift Project est donc de l'argent qui vient de ses membres, et puis une bonne partie de notre argent, c'est du financement sur projet. Et en ce qui concerne le rapport sur l'agriculture, par exemple, eh bien celui-là, il a été financé par des fondations, essentiellement. Donc on n'a pas été demandé à des acteurs de l'agroalimentaire de nous financer ce travail, parce que dans le cadre particulier de cette réflexion, on s'est dit que c'était mieux vis-à-vis de l'extérieur que ça ne soit pas le cas. Le Shift Project assume tout à fait ses choix éditoriaux, donc on n'est jamais aux ordres, j'ai envie de dire, des gens qui nous financent au sens du contenu éditorial. Mais là, on s'est dit que c'était le plus simple, c'était de trouver un argent qui ne soit pas directement lié au sujet. En parallèle de ce travail, on a également réalisé une enquête à large échelle qu'on a appelée la Grande Consultation des agriculteurs, qui a rassemblé à peu près 8000 réponses exploitables, donc 8000 exploitants agricoles. Et je vous en présenterai quelques résultats dans la présentation qui va suivre. Dans le cadre de notre réflexion, alors j'en avais beaucoup parlé l'année dernière, donc je ne vais pas revenir dessus, on considère que la décarbonation, elle doit se faire pour deux raisons. Et l'une des deux est assez peu présente dans le débat public en règle générale. La première raison, que vous avez probablement tous en tête, c'est que le changement climatique représente une menace. Donc si on veut se débarrasser de la menace, ma foi, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre, il faut même les supprimer. Et ça veut dire décarboner les activités. Alors décarboner dans le domaine agricole, ça inclut les gaz qui ne sont pas du CO2. Ça inclut donc le méthane qui vient des ruminants et ça inclut le protoxyde d'azote qui vient de l'utilisation des engrais azotés. Ça inclut les deux. Mais vous avez une deuxième raison de nous décarboner, c'est la question de la disponibilité future des combustibles fossiles. Le pétrole, le gaz et le charbon mettent des dizaines ou des centaines de millions d'années à se former à partir de la vie ancienne. C'est donc des ressources qu'on peut considérer comme non renouvelables aux échelles de temps qui nous intéressent, c'est-à-dire la moitié d'un mandat électoral. À ces échelles de temps, enfin exactement aux échelles de temps historiques, qui sont celles qui concernent notre espèce, ces ressources ne peuvent que s'épuiser. Alors, il y a un grand débat pour savoir combien il en reste exactement sous la croûte terrestre. Le Shift Project a publié plusieurs travaux sur la question. Nous, notre point de vue, c'est qu'il n'en reste pas suffisamment pour que l'Europe puisse compter sur un approvisionnement croissant à l'avenir, même si on se fout du climat. D'accord ? Donc nous, en fait, on est déjà dans la seringue. On est déjà dans un contexte dans lequel notre approvisionnement en combustibles fossiles baisse pour des raisons subies, même si on ne souhaite pas que ça baisse pour des raisons choisies.
hein. L'approvisionnement pétrolier de l'Europe baisse depuis 2008, de façon subie, enfin depuis 2007 même pour être plus précis, de façon subie. Il n'y a eu aucune rupture dans les politiques climatiques en Europe à partir de 2007. L'approvisionnement gazier de l'Europe baisse depuis 2005, là aussi pour des raisons subies. Il n'y a eu aucune rupture due à des politiques climatiques en 2005. Et l'approvisionnement charbonnier baisse pour des raisons géologiques, parce que l'Europe a été la première à taper dans ses stocks de charbon. Depuis les années 80, l'approvisionnement charbonnier de l'Europe baisse. Là aussi, le climat n'a rien à voir dans cette histoire. Donc, il y a une deuxième raison, et je rappelle que l'Europe, l'Union européenne, importe 97% de son pétrole et 90% de son gaz. D'accord ? Donc, même les engrais fabriqués en France le sont avec du gaz importé. Donc, on a une dépendance totale aux hydrocarbures importés. Donc, la capacité de l'Europe à consommer des hydrocarbures, ce n'est pas juste notre envie, et l'envie qu'ont les gens de rouler en voiture à pétrole plutôt qu'en voiture électrique, et etc. C'est pas juste ça qui détermine la quantité de pétrole qu'on consomme. C'est aussi la capacité qu'on a d'en importer. Et cette capacité baisse depuis 2007. Donc, c'est quelque chose qu'il est important d'avoir en tête, parce que dans le débat actuel sur « Ah, quand même, s'imposer des contraintes, etc., c'est pas bien, ça va faire de la peine à l'économie. » Oui, ok, la contrainte est déjà là. Donc on peut très bien chercher à ne pas se l'imposer. C'est pas pour autant que si vous cassez le thermomètre, la fièvre s'en va pas. Donc c'est pas parce qu'on s'impose pas de contraintes qu'il n'y aura pas de contraintes. Juste, si on la gère pas, elle s'exprime d'une façon qui est subie. Et en général, les façons subies sont beaucoup plus désagréables que les façons gérées. Alors, pour en revenir à la question de l'agriculture et de l'alimentation, on a décidé de découper le problème en deux morceaux, sans grande surprise. La question de la production et la question de la consommation. Alors, on a commencé par la production, on aurait pu commencer par la consommation, hein, c'est un système asservi. Voilà, nous, on a décidé de faire les choses dans cet ordre-là. On a également décidé de ne pas les faire en parallèle, parce que ça représentait trop de travail pour nous. Enfin, ça représentait deux gros chantiers en parallèle. Donc là, on a fait le volet agriculture. Donc on a regardé ce qui se passait au niveau de la production. Et dans les 2 années qui viennent, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'alimentation. Quand on passe de l'un à l'autre, vous avez évidemment toute l'étape de transformation, toute l'étape de distribution et tout le commerce extérieur, enfin exactement le commerce extérieur sur les produits transformés qui commence à intervenir. Voilà, donc on regardera ça plus tard, mais ça fait partie du programme. Ce qu'on a regardé au niveau de la production, c'est la France, la France métropolitaine. On n'a pas regardé les territoires d'outre-mer, mais enfin bon, ça ne change pas énormément la situation. Et on a regardé comment est-ce que les choses pouvaient, ou exactement on a préconisé, pour être plus précis, un scénario d'évolution qui va jusqu'en 2050. Alors 2050, c'est une date fétiche hein, chez les prospectivistes du climat et de l'énergie. C'est le moment où normalement l'Europe devrait être neutre en carbone. Enfin bon bref, c'est une date, puis en plus on aime bien les controns, c'est la moitié du siècle, voilà, ça tombe bien. Mais c'est une date qui est souvent mise en avant dans les travaux qui sont faits sur la question. Alors le fait marquant de l'agriculture, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais je vais y revenir avec un graphique qui le résume très bien. Ça a été la modification sur un laps de temps extrêmement court, je dis bien extrêmement court. L'agriculture date d'il y a 10 000 ans. D'accord ? L'agriculture date de la sédentarisation de notre espèce. Et du reste, pour les gens que ça intéresse, il y a un très bon bouquin de Jared Diamond qui s'appelle « De l'inégalité parmi les sociétés », dont je vous conseille la lecture, et qui explique comment est-ce que les civilisations qui ont réussi, entre guillemets, et celles qui ont été mettre des baffes aux autres, sont initialement des civilisations qui sont nées dans des endroits où les plantes sauvages et les espèces sauvages domesticables étaient plus propices que les autres. D'accord ? Donc le fait que les Espagnols aient fini par conquérir l'Amérique latine, en fait, si vous remontez suffisamment loin, vous vous rendez compte que c'est dû au fait qu'en Europe, on avait des espèces sauvages végétales et animales, faciles à domestiquer, plus productives, plus etc., en quantité plus importante que ce qu'il y avait en Amérique latine. Voilà, c'est très intéressant. Voilà. Donc l'agriculture, ça renvoie à il y a très très longtemps. Et pendant des millénaires, cette agriculture, elle s'est pratiquée avec des moyens qui étaient essentiellement des moyens musculaires, que ce soit ceux des hommes ou ceux des animaux. Et là, vous avez un graphique qui vous donne pour la France, vous voyez, pour la fin du 19e siècle, la décomposition de la biomasse, enfin de l'énergie, investie par source dans les exploitations agricoles. Alors, vous voyez, vous avez un peu d'énergie musculaire des fermiers eux-mêmes, et puis vous avez draft animal. Alors, attendez, je vais essayer de... Voilà. Ça, c'est l'énergie des animaux.
Et ça, c'est également l'énergie des animaux, mais quand ils ne travaillent pas. D'accord ? Donc tout ça, c'est l'énergie des animaux. Et là, c'est l'énergie des fermiers, farmers, donc c'est les individus qui travaillent. Et ce que vous voyez, c'est qu'en l'espace de quelques décennies, on a totalement supprimé l'énergie musculaire des animaux et on l'a remplacée par de l'énergie fossile, c'est-à-dire les tracteurs et les engrais. Ça s'est fait extrêmement rapidement. Et c'est ça qui a fait que la production agricole et la productivité agricole a été extrêmement fortement augmentée. Alors, elle a été augmentée très fortement à l'hectare. Les rendements céréaliers, par exemple, en France, dans les grandes plaines céréalières, ont été multipliés par quasiment 5 en l'espace de quelques décennies, en l'espace de 30 ans. Et elle a explosé par individu. La production agricole ramenée à l'individu aujourd'hui, elle est de l'ordre de 200 fois ce qu'elle était il y a 2 siècles. Ce qui permet à tout le reste de la population de faire autre chose que de cultiver des champs pour se nourrir. Et donc, par exemple, journaliste à réussir, personne assise dans un fauteuil ce matin, personne causant derrière un pupitre ce matin, etc. Tout ça, on le doit à la productivité agricole. Si la productivité agricole n'avait pas été là, l'organisation de la société n'aurait pas pris place comme elle a pris place. Parce que se nourrir, c'est la base de la pyramide de Maslow, et tant qu'on ne mange pas, on ne fait pas beaucoup de recherches et on n'est pas beaucoup journaliste. Donc c'est ça le phénomène qui a été extrêmement marquant sur les dernières décennies. Et alors ça a beaucoup d'avantages, ça a augmenté la productivité. Ça a 2 inconvénients. Ça nous a rendus très fortement dépendants des combustibles fossiles et ça a fortement augmenté les émissions de gaz à effet de serre liées à la production. Ça a eu les deux conséquences. Juste un point de détail, pardon. La dépendance du... Attendez, voilà. La dépendance du système agricole aux hydrocarbures, elle existe dans l'exploitation, donc c'est le GNR des engins agricoles, et c'est également le gaz qu'il faut utiliser pour fabriquer les engrais azotés, et plus marginalement le pétrole et le gaz qu'il faut utiliser pour fabriquer les pesticides. Mais vous avez également une dépendance à l'aval qui est extrêmement significative, puisque aujourd'hui, vous avez en France entre un camion sur 4 et un camion sur 3 qui transportent quelque chose qui se mange. Donc en fait, ce qui s'est passé avec l'avènement des combustibles fossiles, c'est également la spécialisation des bassins de production. On a mis tout le maïs dans le sud-ouest, toutes les vaches et tous les cochons en Bretagne, etc. Et ça ne pose aucun problème, puisque vous avez des camions à gogo qui vous permettent de faire les transports intermédiaires en allant d'une région à une autre. Donc ça pose strictement aucun problème de mettre toutes les serres à courgettes en Espagne et de mettre des camions entre l'Espagne et chez nous. D'accord ? Donc on a spécialisé les bassins de production partout, et ça on le doit aussi aux combustibles fossiles, parce que grâce au transport abondant, on a pu spécialiser les régions de production. Ce qui veut dire que dans un monde dans lequel l'énergie fossile est moins abondante, il n'y a pas juste un problème de pratiques agricoles, ou il n'y a pas juste un sujet de pratiques agricoles, il y a également un sujet de spécialisation des bassins de production qui va se poser. Ça va aussi être un problème. Parce que dans le sud-ouest, tout le monde ne va pas se mettre à 4 pattes pour manger du maïs fourrage. Et si les vaches bretonnes n'ont plus rien à manger, il n'y a plus autant de vaches bretonnes, etc. Alors, le grand sujet de l'agriculture, donc il y en a un premier qui est la façon dont on arrive à faire évoluer le système dans un monde dans lequel il y a de moins en moins de combustibles fossiles. Et vous avez un deuxième sujet qui est qu'est-ce qu'on fait de la biomasse agricole. Donc vous avez la biomasse agricole vient de la photosynthèse. La photosynthèse, elle est régie par des mécanismes sur lesquels on ne va pas gagner un facteur 10 demain matin. Et l'une des raisons pour lesquelles on ne va pas gagner un facteur 10, c'est qu'en fait, le faible rendement de la photosynthèse globale sur l'année est lié au fait que la plante ne peut pas avoir au pic solaire l'été une photosynthèse trop importante, parce que sinon elle chauffe et elle crame. D'accord ? Donc en fait la limite, c'est comme pour toutes les infrastructures, c'est dimensionné à la puissance de pointe. Donc la plante, elle est exactement pareille. Elle a une photosynthèse qui est dimensionnée à ce qu'elle peut faire de mieux. Quand on est à midi au zénith l'été, à ce moment-là, il faut que la quantité d'énergie solaire qu'elle absorbe ne soit pas telle que la plante se met à brûler. Parce que si elle absorbait la totalité de l'énergie solaire à ce moment-là, par exemple, elle brûlerait. Donc elle peut en absorber qu'une partie. Et à partir du moment où elle n'absorbe qu'une partie à ce moment-là, tout le reste de l'année, elle en absorbe fatalement beaucoup moins.
Au printemps, à l'automne, la nuit, elle n'en absorbe pas, etc. Donc en fait, la photosynthèse qui aujourd'hui est de l'ordre de 1%, c'est-à-dire que la plante, elle récupère de l'ordre du pourcent de l'énergie solaire annuelle qui tombe quelque part, eh bien, ça ne va pas augmenter d'un facteur 10, parce que sinon, ça conduirait la plante à brûler au moment où le soleil est vraiment très fort. Donc, une fois que vous avez un rendement de photosynthèse qui est ce qu'il est, alors il est quand même variable en fonction des espèces, mais encore une fois, on ne peut pas l'augmenter d'un facteur 10 ou 50. Vous avez une quantité de biomasse à l'hectare qui pousse, et la question qui se pose est de savoir ce qu'on en fait. Alors, l'agriculture, elle rentre de ce point de vue en concurrence avec d'autres usages qui sont revendiqués par d'autres secteurs en ce qui concerne la biomasse en question. Parce que maintenant, vous avez les énergéticiens qui en veulent pour faire tourner des centrales électriques ou des réseaux de chaleur. Vous avez d'autres énergéticiens qui en veulent pour faire tourner des voitures ou pour faire tourner des camions, c'est les agrocarburants. Vous avez des gens qui en veulent pour faire du matériau, c'est soit les forestiers, soit les gens qui veulent faire pousser du lin, du chanvre, etc. Vous avez également des gens qui en veulent pour faire de la chimie organique, parce qu'on peut très bien faire de la chimie organique avec de la biomasse, ça ne pose pas de problème. Quand vous achetez du plastique biosourcé, c'est exactement ça que vous achetez. Vous achetez de la chimie organique qui a été faite avec de la biomasse. Vous avez des gens qui en veulent pour qu'on lui fiche la paix, plus exact. Donc ça s'appelle la préservation de la biodiversité. Donc on ne touche pas à ce qui se passe. Voilà. Et en fait, quand vous regardez tous ces usages-là, ils sont concurrents. Et vous vous rendez compte qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, une des questions qui se pose à l'agriculture, c'est dans quel cadre plus large est-ce qu'elle s'inscrit et combien est-ce qu'on voudra de biomasse pour faire des carburants aériens d'origine durable, pour faire du bois de construction et faire des grands immeubles en capla plutôt que de les faire en béton, etc. Donc, en fait, cette question-là se pose et on ne peut pas détacher la production agricole de cette question sociétale plus large. Il y a également un sujet de séquestration de carbone dans les sols qui se pose, mais ça j'en reparlerai plus tard. Dernier point, en ce qui concerne la biomasse, vous avez, c'est pas comme un puits de pétrole où une fois que vous avez que vous avez votre gisement et que vous avez fait un trou dedans, ce qui sort, vous êtes capable de le prévoir de façon raisonnable, pardon pour la répétition. En ce qui concerne la biomasse, vous pouvez avoir des aléas importants. Vous pouvez avoir les scolytes qui vous bouffent les arbres et vous pouvez avoir une mauvaise récolte avec 30% de perte. D'accord ? Donc en fait, vous avez une fluctuation dans la disponibilité de la ressource qui est également propre à ce secteur. L'agriculture a été marquée sur les dernières décennies. Alors le grand paradoxe, c'est qu'en même temps que la productivité explosait, la part de l'économie qui revient à l'agriculture n'a pas arrêté de baisser. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'agriculture, c'est moins de 2% du PIB. Et en fait, quand vous regardez le ticket de caisse des gens qui passent la caisse du magasin pour aller acheter à manger, la dépense alimentaire des Français, comptée au sens du ticket de caisse, c'est de l'ordre de 15% de ce qu'on gagne. Sauf que là-dedans, vous avez 7% qui va aux agriculteurs. Donc en fait, la production de ce qu'on mange, je ne parle pas de la transformation, du transport, de l'emballage, de la vente et des banquiers qui gagnent également 3 ou 4% de le ticket alimentaire au passage en finançant tout le monde. Non, je parle vraiment de ce qui paye la nourriture elle-même. Aujourd'hui, ça se balade entre 1 et 2% de ce qu'on gagne. Il y a un siècle, c'était de l'ordre de 20 fois plus. Le budget alimentaire des Français, il y a un siècle, il était de l'ordre du quart de ce qu'ils gagnaient. Et encore là-dedans, je ne sais pas comment a été compté le potager que tout le monde avait dans le fond de son jardin, puisque la France était essentiellement rurale il y a un siècle. Et par ailleurs, on achetait essentiellement des produits bruts et on faisait la cuisine. Voilà. Alors que je pense que dans cette salle, il y a un certain nombre de gens qui ne font pas la cuisine tous les jours. Donc, on avait à cette époque-là une dépense alimentaire réelle, j'ai envie de dire, qui était considérablement plus élevée. Et ce que vous voyez ici, c'est que la valeur ajoutée qui va dans les exploitations agricoles, ces derniers temps, elle n'a pas arrêté de baisser. Vous le voyez sur ce graphique-là, c'est la courbe en moutarde. Bon, ça remonte un tout petit peu sur la période récente, mais globalement, c'est quelque chose qui a baissé. Donc le grand paradoxe de l'agriculture, c'est que c'est un secteur qui a gagné de moins en moins d'argent, alors même qu'il produisait de plus en plus. C'est ça le grand paradoxe de l'agriculture. Alors, au Shift Project, on a regardé ce qu'on pouvait proposer
Donc le rapport fait 250 pages, je vous invite à le lire. On a regardé ce qu'on pouvait proposer dans un scénario dans lequel on essayait de marier comme on pouvait 3 contraintes. La première contrainte, c'est celle de, on va dire, de la souveraineté alimentaire. C'est quelle est la fraction de ce qu'on mange qu'on produit chez nous, qui est antagoniste d'une certaine manière avec une deuxième contrainte qui est la capacité d'exportation. Parce qu'en fait, les cultures qu'on exporte sont des cultures spécialisées et qui sont performantes chez nous. Si on commence à remplacer une partie du blé par de la luzerne ou du soja pour être capable de nourrir notre propre bétail, on exportera moins. Donc on va augmenter notre autonomie ou notre souveraineté, mais par contre, on diminuera notre capacité d'exportation. D'accord ? Donc là, il y a un arbitrage à faire entre les deux. Et puis, il y a également un troisième critère qui est la préservation environnementale. Et en fait, c'est ça le critère d'entrée au Shift Project, puisqu'on s'intéresse à la question climatique. Ça peut également venir tamponner les 2 autres objectifs. Un exemple que vous connaissez tous, quand vous passez au bio, dans les grandes cultures, en général, vous divisez les rendements par 2. Sur les cultures de céréales, c'est à peu près ça qu'on observe. Donc si on veut des choses qui soient moins... avec une pression sur l'environnement qui baisse, eh bien, ça a des conséquences en termes soit de capacité d'exportation, soit de capacité de souveraineté. Et là, je ne parle pas de prix, je parle juste des aspects physico-biologiques, des rendements, de la façon dont le système est organisé, etc. On a donc regardé au sein du rapport 3 scénarios qui donnaient chacun la priorité à l'un de ces 3 critères, donc capacité d'exportation, environnement et souveraineté. Et à la fin, on a essayé de faire un pot pourri en mélangeant les contraintes au mieux de ce qu'on pensait le plus pertinent. Et c'est ça le scénario qu'on propose nous. D'accord ? Donc c'est un scénario dans lequel on préserve l'environnement d'une façon qui nous paraît pertinente, on augmente le stockage de carbone dans les sols d'une façon qui nous paraît pertinente, on adresse la souveraineté alimentaire d'une façon qui nous paraît pertinente, et évidemment ça a des conséquences sur les exportations, mais on continue quand même à garder des capacités d'exportation. Dans cette histoire, dont je vous l'ai dit, en parallèle, on est allé également demander leur avis aux premiers intéressés, c'est-à-dire aux agriculteurs et aux agricultrices. Alors la façon dont on a procédé, c'est pas qu'on leur a dit voilà nos propositions, qu'est-ce que vous en pensez ? On leur a demandé comment ils se situaient eux vis-à-vis des thèmes qu'on traitait nous. Donc en fait, on leur a posé des questions qui étaient, par exemple, vos pratiques actuelles, est-ce que vous les trouvez bien ou est-ce que vous les trouvez pas bien ? Si vous les trouvez bien, dites-nous pourquoi. Et si vous avez envie d'en changer, dites-nous pourquoi. D'accord. Et on a pris le plus grand soin de poser des questions qui n'étaient jamais des questions où on se sentait mis en cause si on choisissait une réponse particulière. Parce que ça, c'est évidemment le danger de beaucoup de sondages. Vous avez une réponse politiquement correcte et une réponse où vous dites il faut que je me planque pour cocher la case parce que sinon on va me juger de travers. Là, on a pris le plus grand soin de ne pas faire ça, c'est-à-dire de poser des questions qui étaient des questions candides, j'ai envie de dire, sachant que les gens ont toujours une bonne raison de faire comme ils font. Ça, c'est une grande règle évidente. Il y a toujours une raison pour que les gens fassent comme ils font. Donc, s'ils font des trucs qui, à nous paraissent pas pertinents, c'est pas juste que ce sont des abrutis, c'est qu'il y a une raison et il faut comprendre la raison. Donc c'est ça qu'on a cherché à comprendre dans cette enquête, c'est pourquoi est-ce que les gens font comme ils font et s'ils ont envie de changer, est-ce qu'ils l'ont déjà fait et s'ils ne l'ont pas déjà fait, qu'est-ce qui les empêche de le faire ? D'accord ? C'est quoi la contrepartie qui leur paraît légitime pour qu'ils changent ? Alors dans les réponses qu'on a obtenues, la réponse était volontaire, mais on a redressé l'échantillon pour essayer d'arriver à quelque chose qui soit représentatif de l'agriculture française. D'accord ? Donc on a corriger là où il y avait trop de répondants dans une catégorie particulière, etc. Et cette consultation a été très largement relayée par des coopératives, des organes de presse, etc. Donc on ose espérer qu'il n'y a pas un biais de dépistage trop important dans la nature des gens qui ont répondu. Normalement, ça doit être le cas. Alors, le premier enseignement important, c'est que les menaces environnementales sont perçues comme des menaces extrêmement sérieuses par le monde agricole. Vous avez 80% des gens qui nous ont dit qu'ils étaient inquiets pour leur propre exploitation. Donc on ne leur a pas demandé s'ils étaient inquiets pour la planète dans son ensemble. On leur a demandé s'ils étaient inquiets pour leur propre exploitation au regard du changement climatique et également de la disponibilité de l'eau. Et il y en a 80% qui nous ont dit oui.
On leur a demandé s'ils étaient d'accord pour, alors, ce qu'on appelle s'engager dans la transition. En fait, c'est des choses un peu plus précises qu'on leur a posées, mais qu'on leur a demandé, mais s'ils étaient d'accord, en gros, pour changer leurs pratiques sous condition de ceci, de ceci, de ceci, de cela. Et on leur a évidemment aussi demandé s'il y avait des gens qui n'avaient strictement aucune envie de changer, quelles que soient les contreparties qu'on leur offre. Bon. Et les gens qui nous ont dit « nous, on n'a aucune envie de changer, quelles que soient les contreparties qu'on m'offre », ils sont 7% dans les gens qui ont répondu à notre échantillon. Donc la conclusion qu'on en tire, c'est que la modification des pratiques agricoles en France, c'est essentiellement une affaire de contrepartie. D'accord ? Donc ce n'est pas avant tout une affaire de résistance culturelle, quoi qu'il en... Enfin, quelles que soient les contreparties, c'est essentiellement une affaire de contrepartie. Et la première contrepartie, de très très loin, elle est économique. Je vais résumer ça à ma sauce. Ce qu'on a compris de la réponse qui nous a été faite par le monde agricole, c'est nous, on veut bien se mettre en harmonie avec les demandes sociétales, mais il faut que les demandes sociétales aillent avec des conditions économiques qui nous permettent de le faire. Voilà. En gros, il faut que le consommateur et le citoyen se mettent d'accord. Voilà. Si le consommateur et le citoyen se mettent d'accord, nous, il n'y a pas de problème. C'est à peu près comme ça que je résumerai ce qu'on a retenu de cette consultation. Alors, ça veut dire quoi en pratique ? Ça veut dire qu'il faut assumer le fait qu'en sortie d'exploitation, les produits doivent valoir plus cher. Voilà. Je l'avais déjà dit l'année dernière ici, donc je le redis, pas changer d'avis. Je rappelle encore une fois que 7% de 15%, ça ne fait pas beaucoup de pourcents. Hein, ça fait un peu plus de 1%. Si le coût de production des denrées agricoles doit, dans ce que nous gagnons, passer de 1 à 2%, je ne sais pas si ça va nous tuer. Hein, je ne crois pas. Donc il y a un sujet de quantité d'argent qui rentre dans le monde agricole. Et bien évidemment, alors ça c'est ce qu'on va voir sur les étapes qui vont suivre, hein, quand on va s'intéresser à l'alimentation. Le risque, c'est bien évidemment d'éviter les augmentations de prix proportionnelles qui ensuite iraient dans les maillons qui vont de champ jusqu'à l'assiette. Hein. Donc si le kilo de blé coûte 2 fois plus cher, il ne faut pas que la baguette à l'arrivée coûte 2 fois plus cher parce que tout le monde au passage aura dit moi je prends des hausses de prix proportionnelles. Hein. Ça ne demande pas plus de manutention de faire une baguette avec du blé qui vaut X qu'avec du blé qui vaut 2X. Hein, c'est le même travail. Donc normalement, tout ce qui va derrière ne devrait pas changer. Mais voilà. Donc c'est ça la difficulté de l'affaire. Voilà. Alors il y a d'autres, évidemment, un certain nombre d'autres mesures qu'on a décrites dans le rapport. Il y a toutes les mesures, en gros, qui sont du ressort de l'accord de l'action collective. Donc, il y a des sujets de formation, il y a des sujets technologiques. Du reste, on a des rapports, des sous-rapports, j'ai envie de dire, qui ont été consacrés à ces deux parties-là, la technologie dans l'agriculture et la formation. Et puis, il faut également, de temps en temps, probablement, créer des lieux de discussion et de débat pour gérer des arbitrages. Par exemple, sur la gestion locale de la ressource en eau. La ressource en eau, c'est local. D'accord. La bassine de Sainte-Soline, c'est Sainte-Soline. Je veux dire, les gens qui sont à Vorep, ils s'en foutent un peu de la bassine de Sainte-Soline. Ça ne les concerne pas tellement. Donc, en fait, ces problèmes-là sont des problèmes locaux et il faut avoir des... Voilà, on préconise également de favoriser des lieux dans lesquels on est capable de faire les arbitrages de façon claire. Alors, évidemment... la difficulté principale, elle se situe au niveau de la France et de l'Europe, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un cadre d'exercice qui soit en accord avec le résultat qu'on veut obtenir. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'Europe, c'est 27 pays qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts agricoles et que la France en ce moment est un vaste foutoir dont on a du mal à savoir ce qu'il va en sortir. Voilà. Mais voilà. Alors bon, Rome ne s'est pas faite en un jour. On espère qu'il va quand même se passer des choses derrière. Mais il y a évidemment un cadre global à donner. Et ce qu'on espère, c'est que le travail qu'on a fourni permettra d'alimenter le débat sur le cadre global. Encore une fois, pour finir là-dessus, on a aujourd'hui un monde dans lequel on est soumis à des injonctions contradictoires. Quand on est soumis à des injonctions... Donc les injonctions contradictoires, c'est je veux manger pour pas cher, mais en même temps, je veux que l'agriculture préserve l'environnement. Je vais le dire autrement. Les Français aiment bien leurs agriculteurs et ils n'aiment pas leur agriculture. On peut le dire comme ça. Et il va absolument falloir qu'on réconcilie les deux si on a l'intention d'aller quelque part.
Voilà, rapidement, et il y a 10 minutes pour les questions, si vous souhaitez. Alors, on va prendre des questions. Édouard va être dans la salle avec le micro. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Une première question. Aucune question pour l'instant? Non. Aucune question. Alors, du coup, moi j'ai une question sur la question de la décarbonation. Est-ce qu'il y a une position de Shift Project sur la question du glyphosate, par exemple? Alors, on n'a pas regardé la question des pesticides de façon... comment je vais le dire? On n'a pas d'entrée sur les pesticides dans notre travail. Donc, on a regardé la partie carbone, on n'a pas regardé la partie biodiversité en tant qu'entrée additionnelle. Par contre, toutes les mesures qu'on préconise sont des mesures qui, normalement, n'augmentent pas ou baissent la pression sur la biodiversité. Par exemple, toutes les mesures qui sont liées à l'agroforesterie, normalement, c'est des mesures qui sont bonnes pour la biodiversité. Les mesures d'augmentation des cultures de légumineuses, c'est des mesures qui sont plutôt, qui n'ont pas d'effet négatif additionnel sur la biodiversité. Donc en fait, les mesures qu'on a proposées sont globalement des mesures qui vont dans le bon sens pour la préservation de la biodiversité, mais on n'a pas fait de la question des pesticides une entrée distincte sur laquelle on aurait fait des propositions distinctes. On n'a pas regardé ça. Enfin, on l'a pas regardé. Par choix, j'ai envie de dire, on n'a pas pris cette entrée-là. Alors, une première question, si vous pouvez vous présenter avant de poser la question, s'il vous plaît. Absolument. Oui, donc Jules, je travaille chez Sublime Énergie, donc on est sur la liquéfaction de biogaz, on est issu des mines comme vous. Et je voulais vous demander, justement, vous avez parlé de la biomasse et d'attention sur la biomasse. Est-ce que vous avez des préconisations aussi sur quels usages pour la biomasse, en fait, vous paraissent les plus pertinents? Et aussi dans quelle peut-être proportion? Alors, quels usages pour la biomasse, c'est-à-dire agricole, c'est-à-dire hors agriculture et incluant aussi l'agriculture sur le digesta, mais oui, hors agriculture, par exemple sur les usages énergétiques, quelle forme de valorisation et pour quel usage, en fait, voilà. Alors sur les valorisations énergétiques, on reste très prudent. Les deux usages sur la partie agrocarburant, nous, notre préconisation, c'est de les réserver en priorité à la mécanisation agricole. Et en ce qui concerne la méthanisation, c'est pareil, on est prudent, c'est-à-dire que je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais enfin on est très en deçà. Alors je vais le dire autrement, on n'est pas favorable à la méthanisation pour garder un réseau de gaz en France à toute force. Parce que par ailleurs, dans les autres chapitres du plan de transformation de l'économie française, nous on préconise la suppression du chauffage au gaz. Donc à partir du moment où on préconise la suppression du chauffage au gaz, il n'y a pas besoin de garder un réseau de gaz. Vous avez besoin de gaz de temps en temps pour des usages industriels, mais pour ça, vous n'avez pas besoin de réseau. Il suffit d'avoir les industries pas loin, ou en tout cas pas de réseau de distribution. Vous avez besoin d'un réseau de transport éventuellement, mais pas de distribution. Voilà, donc on est plutôt conservateur sur ces deux aspects-là. Et enfin, ce n'est pas traité là-dedans, parce qu'on n'a pas traité la forêt dans ce rapport. Mais moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout favorable à la production électrique à base de bois. Je pense que c'est un truc qui n'a pas de sens. Une autre question. Emmanuel Bernard, éleveur dans la Nièvre. Vous avez présenté une adaptation globale et qui finalement peut avoir une certaine cohérence. Vous parliez de l'incohérence entre le citoyen et le consommateur. Je pense aussi l'incohérence des politiques, c'est-à-dire si on veut aller vers cette montée en gamme environnementale de la production, comment est-ce qu'on fait avec les injonctions autour du commerce international qui sont plutôt à avoir des accords internationaux et des droits de douane qui baissent, quoi? Alors là aussi, dans la grande consultation des agriculteurs, une des premières mesures économiques qui a été... Je vais prendre une question de femme maintenant, parce que sinon, il y aurait des questions d'hommes. Je suis désolé. Il y a... ce qu'on a vu, c'est que la protection contre les importations à bas prix, j'ai envie de dire ça,
était une des premières mesures qui étaient souhaitées par le monde agricole quand on leur pose la question. Ce qui pose toute la question des clauses miroirs, etc. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la politique, elle se décide pour partie à Bruxelles, et Bruxelles, c'est 27 pays qui ont des intérêts qui ne sont pas nécessairement convergents. Donc là, il n'y a pas d'autre solution, j'ai envie de dire, que d'essayer de faire valoir nos intérêts. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Et faire valoir nos intérêts, c'est plus facile quand on a un pays qui est politiquement fort que quand on a un pays qui est politiquement affaibli. Donc ce qui se passe en ce moment en France, par ailleurs, n'est pas une très bonne nouvelle pour nous, parce qu'à partir du moment où on a un pouvoir qui est faible, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est difficile de faire valoir nos intérêts. Et vous savez très bien que le Mercosur, en fait, c'est un truc qui est surtout souhaité par les Allemands, qui sont en récession depuis 2 ans et qui cherchent des débouchés pour leur industrie. Voilà, c'est ça. Donc eux, ça les intéresse beaucoup. Nous, ça nous intéresse beaucoup moins. C'est une bataille comme il y en a plein. Il faut la mener. Alors, question suivante, Oui. madame, et puis après, juste derrière. Oui, bonjour, Juliette Collin, je travaille pour la société Eloi, qui œuvre pour le renouvellement des générations agricoles. Et donc, je voulais savoir à quel point c'était un enjeu que vous aviez aussi pris en compte dans le rapport, le fait que, du coup, on va perdre une grande partie de nos agriculteurs et qu'il est difficile de recruter dans ce secteur et de faire matcher, en tout cas, des personnes qui veulent reprendre des fermes et des agriculteurs qui recherchent des repreneurs. Alors, on a identifié le problème, évidemment, parce que le problème se voit comme le nez au milieu de la figure. La solution, en fait, elle est liée à tout le reste de ce qu'on préconise. C'est-à-dire qu'il faut, pour que les gens aient envie de faire ce métier, il faut à la fois que le métier soit, j'ai envie de dire, intéressant économiquement et socialement. Et plus les conditions économiques sont favorables, et plus ça sera facile de trouver des gens qui aient envie de s'y mettre. Il y a également tout un débat qu'on n'a pas abordé, qui est celui de la disponibilité des services publics dans le monde rural. Enfin, il y a tout un cadre plus large, j'ai envie de dire, qu'on n'a pas du tout abordé dans le rapport, parce que ça aurait été trop... Enfin voilà, on se serait attaqué à trop de sujets à la fois. Mais par contre, on a bien vu, c'est évident que le problème existe, on l'a bien vu, et ça, c'est un sujet en tant que tel. Il y a, j'ai envie de dire, tout ce qu'on peut faire pour rendre la profession plus intéressante économiquement et plus en harmonie, j'ai envie de dire, avec le reste de la société, devrait normalement aller dans le bon sens en ce qui concerne ce sujet-là. Mais il y a également, encore une fois, je le répète, des questions d'aménagement du territoire, il y a des questions, enfin, il y a plein de sujets qui viennent jouer également. Si vous pouvez passer le micro, vous l'avez déjà, super. Bonjour à tous, Caroline Marchetti, je dirige une agence qui fait du conseil sur les sujets agricoles en particulier. Et j'ai une question pour vous qui est, comment se fait-il que, à votre avis, l'agriculture de conservation ou régénérative n'ait pas plus de succès? Parce que sur le papier, ça semblerait être un excellent compromis entre cette nécessité de faire mieux et de continuer à produire. Alors dans le rapport, on préconise une augmentation très très forte des surfaces en agriculture de conservation. Pour ne rien vous cacher, on va même jusqu'à souhaiter que ça soit 80% en 2050, parce que ça a plein d'avantages. Le premier, c'est que ça consomme moins de gasoil à l'hectare, parce que ça vous évite le labour profond. Le deuxième, c'est que ça stocke plus de carbone dans les sols, parce que vous avez un couvert végétal permanent. Le troisième, c'est que ça vous tasse moins le sol, parce que vous pouvez passer avec des engins plus légers normalement, et donc l'infiltration d'eau se fait mieux, etc. Enfin bon, bref, ça a énormément d'avantages. Donc là, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on souhaitait que ça augmente. Et après, pour que ça augmente, c'est un long travail de persuasion et pour convaincre les gens, les agriculteurs, que c'est dans leur intérêt de faire comme ça. En général, ceux qui y passent sont contents de l'avoir fait. Ça ne marche pas parce que je ne sais pas. Il doit y avoir une résistance culturelle qui fait que il doit y avoir. Il faudrait comprendre pourquoi ça demanderait une investigation en tant que telle. Ils utilisent un petit peu de glyphosate, ça revient sur oui, la je sais première qu'ils question utilisent du glyphosate pour ça. Oui. Question suivante, monsieur. Oui, bonjour, Joël Lagneau, attaché de direction pour l'interprofession de la filière chanvre. Du coup, ma question est déjà orientée sur les matériaux biosourcés. Sur un hectare de chanvre, on peut faire à la fois de la graine et un parpaing de chanvre, par exemple. Quelle est votre position sur les biomatériaux? Et une question annexe, est-ce que vous avez étudié les PSE, les paiements pour services environnementaux?
Alors, on n'a pas regardé, sur la deuxième question, on n'a pas dans le rapport traité des aspects directement économiques. On a commencé par décrire la façon dont il nous semble pertinent que le système s'organise sur le plan physique et biologique et agronomique, j'ai envie de dire. Sachant que l'économie, il y a plein de manières, ça va derrière, j'ai envie de dire, il y a plein de manières de s'organiser. Parce qu'à partir du moment où vous souhaitez que des évolutions prennent place, ça peut se faire dans le cadre de contrats privés, ça peut se faire dans le cadre d'obligations de faire, ça peut se faire dans le cadre de subventions, ça peut se faire dans le cadre de... Enfin, il y a plein de manières de faire. Et donc là-dessus, on s'est dit c'est trop tôt pour que nous, on fasse tout en un. Et puis ce qu'on sait également, c'est que dans le monde médiatique français, à partir du moment où vous faites un gros travail sur la façon dont on devrait s'y prendre et que vous terminez par une suggestion fiscale, on va parler que de la suggestion fiscale et on va complètement zapper le reste. Donc on s'est dit, on ne touche pas à l'économie dans un premier temps. Comme ça, on est sûr qu'on va vraiment discuter de la première brique de l'édifice qui est comment est-ce qu'il faudrait qu'on organise le système pour qu'il soit pérenne. Sur la partie biomatériaux, alors là, vous me posez une colle parce que je n'ai pas en tête le chiffre. S'il y en a un, je ne sais pas si on a mis un chiffre sur la production de biomatériaux qui nous paraît souhaitable. Ce que je sais, c'est que globalement, ce qui n'est pas agricole dans la production agricole, nous, on pense que ça doit rester faible. Voilà. Parce que, encore une fois, dès que vous augmentez la vertu environnementale, en général, vous avez une contrepartie soit sur le coût, soit sur la productivité. Et ça sera probablement pas compatible avec le fait qu'on ait plein de biomasse pour faire plein de biomatériaux. Il y a deux domaines dans lesquels je peux vous donner un calcul d'ordre de grandeur parce que celui-là, je l'ai fait. C'est les carburants d'origine durable pour l'aviation. Si on devait remplacer le kérosène servi aux avions français par ce genre de carburant fait à partir de biomasse, on y passerait plus que la totalité de la récolte de bois en France. Donc la concurrence d'usage pour les biomatériaux, elle va être très forte. Et mon sentiment, c'est qu'on pourra en faire un peu, mais on ne pourra pas en faire des quantités monstrueuses. Il va falloir que j'y aille dans une minute. Dernière question. Oui, bonjour, Maxime Stéphane, Société Fertiberia, producteur d'engrais. Une petite question, quelle est la position du Shift Project par rapport à l'utilisation et le développement des engrais décarbonés, c'est-à-dire issus d'hydrogène bleu, rose ou vert? Alors la manière dont les mesures qu'on préconise en ce qui concerne la fertilisation azotée, elles sont de 3 ordres. La première, c'est d'augmenter la production de légumineuses, y compris en culture mélangée aux céréales. Vous pouvez avoir ça, vous ne les récoltez pas, mais juste vous les mettez. La deuxième mesure qu'on préconise, c'est d'augmenter les amendements organiques. Et ça va avec le fait qu'on préconise également de déspécialiser pour partie les bassins de production. Ça serait quand même, plutôt que d'avoir des engrais azotés dans les champs de céréales, des engrais de synthèse et tous les cochons qui polluent les plages en Bretagne, ça serait peut-être pas plus idiot de mettre une partie des cochons dans les champs de céréales, entre guillemets. Donc ça, c'est une des mesures qu'on préconise. Et la troisième mesure, c'est effectivement de décarboner la production des engrais de synthèse résiduels. Et ça, dans le volet énergie du plan de transformation de l'économie française, en fait, on préconise que la totalité de l'hydrogène soit affectée à des besoins industriels et pas du tout à des besoins de mobilité. Nous, l'hydrogène pour la mobilité, on pense que ça n'a aucun intérêt, sauf application de niche vraiment particulière. Donc l'idéal, c'est de réserver cet hydrogène à 2 usages industriels importants que sont les engrais et l'acier. Voilà, c'est ça qu'on préconise. Après, on n'a pas segmenté au sein de la production d'hydrogène ce qu'on pensait pertinent de faire à partir d'électricité décarbonée et ce qu'on pense pertinent de faire à partir de capture et séquestration du CO2. Enfin, si, on a des chiffres, mais c'est indicatif. Mais en gros, les deux vont bien. Il faudra être pragmatique sur la façon dont on choisit entre les deux.
Merci beaucoup. On est pris par le temps. Merci en tout cas pour votre intervention. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, votre site internet. Alors le rapport est disponible sur le site du Shift Project et le résultat de la consultation des agriculteurs est également disponible sur le site du Shift Project. Voilà, tout ça est en libre accès. Merci beaucoup. Puis peut-être à l'année prochaine.